je crois que l'hypertension artérielle, c'est important parce que j'ai vu en 1958, très exactement, mourir une femme de 35 ans à Nantes dans les hôpitaux. On avait demandé l'avis de Méliès, elle avait l'insuffisance rénale, elle était aveugle. J'ai vu mourir une jeune femme de 35 ans dans les hôpitaux quand j'avais 17 ans. Et ça m'avait touché. Puis après, j'ai trouvé que le métabolisme de l'eau, du sel, des hormones, c'était bien. Il y avait l'hypertension, il y avait Méliès, il y avait l'eau, il y avait le sel, il y avait le souvenir de cette femme. Moi, je fais qu'une chose, je traite l'hypertension artérielle. Bon. Le point de départ pour moi, pour le CHU, donc je rentre en médecine en 1957, je commence à voir le système en 1964, très exactement, puisque c'est le moment où je me suis attiré par l'hypertension artérielle, et c'est dans le cadre d'une suggestion qui est faite par le patron de l'époque qui m'avait attiré à Paris, qui était M. Méliès, et le motif de l'effort que j'ai fait après dans ma vie était la nécessité absolue d'introduire la recherche biomédicale et la recherche, disons, tous azimuts, à l'intérieur de l'exercice médical. Et je crois que le gros défaut de la médecine française jusqu'à l'époque de 1955, avant la guerre à coup sûr et après la guerre, a été le fait qu'elle était extrêmement tournée vers une clinique à cheval entre la médecine de ville et la médecine hospitalière, mais que personne n'avait, dans un lieu situé près des malades, la possibilité d'effectuer de la recherche. Et d'après ce que m'a raconté M. Méliès, le point de départ de la réflexion démarre après la guerre par une mission qui avait été donnée à un médecin travaillant en rhumatologie chez M. Dessèze et qui s'appelait Lipschitz, qui était un résistant et qui De Gaulle avait demandé de regarder de près ce qui pouvait être fait pour que la médecine française ait une qualité, soit visible au niveau mondial. Je n'ai pas de source écrite, c'est une information qui m'avait été racontée par M. Méliès. Donc le point de départ qu'il faut bien voir, c'est de donner aux gens qui travaillent auprès des personnes hospitalisées la possibilité d'effectuer auprès d'eux des recherches biologiques, cliniques, sociales et autres, ce qu'en aucun cas le système précédent permettait de faire, puisque le médecin connu était d'abord et avant même d'être professeur, était médecin des hôpitaux, et il avait une clientèle en ville et venait soigner quasiment gratuitement les gens à l'hôpital. Le point important étant d'avoir un service hospitalier. Ils étaient également professeurs, mais entre les deux systèmes, c'était une série successive de mécanismes de sélection et de concours, mais probablement que le côté service hospitalier l'emportait sur le côté enseignement. Et de toute façon, la recherche était quasiment absente. Donc voilà l'objectif qui m'a été donné et qui a été donné aux gens de ma génération, c'est l'introduction de la recherche. Alors question, est-ce que cet objectif a été atteint ou n'a pas été atteint par rapport à ce qui se passait et ce qui serait passé s'il n'y avait pas eu cette réforme? Bien sûr que oui, l'objectif a été massivement atteint. Par rapport à ce qui se fait aujourd'hui dans le monde, la situation est plus dure parce que le monde s'est agrandi. Nous avions comme modèle essentiellement la médecine américaine, les grands centres américains de Boston, du Johns Hopkins, du NIH. Les gens qui ont travaillé beaucoup en recherche en France dans les 50 dernières années ont effectué des stages de recherche de 1 an, 2 ans et plus dans ces grandes villes nord-américaines. Le modèle a donc été un modèle nord-américain. Mais aujourd'hui, ce modèle, que ce soit en Angleterre, dans les pays nordiques et aux États-Unis, a évolué. Le monde est beaucoup plus élargi vers d'autres pays. La compétition internationale est beaucoup plus grande. La rapidité d'explosion des techniques est beaucoup plus grande. Les sommes d'argent nécessaires pour faire de la recherche sont beaucoup plus grandes. Et la question qui se pose aujourd'hui est un peu différente de celle qui se posait en 1958. C'est l'idée de maintenir dans la même place de la recherche du soin est indispensable. La question est que les mêmes personnes ne peuvent plus faire les différentes choses à la fois, c'est-à-dire enseigner des étudiants, faire de la recherche et soigner des malades. Il faut rajouter une quatrième tâche qui est la tâche de gestion, d'animation des équipes, une tâche administrative. Donc le CHU reste extrêmement valable si les différentes fonctions coexistent. Si ces fonctions se concentrent sur une personne, c'est absolument impossible, c'est une catastrophe, c'est une escroquerie, c'est n'importe quoi. Donc le point qui me semble important, c'est que la carrière triple individuelle est morte, elle n'est pas adaptée aux problèmes actuels. Le site reste important dans lequel doivent s'exercer les activités qui ont été sélectionnées dans les années 58.
il y a deux problèmes qui sont nés et qu'il faut essayer de résoudre. Quand on dit problème, on ne le dit pas d'une manière inquiète, on ne parle pas d'échec, on dit simplement qu'il y a des réalités qu'il faut voir. La première, c'est les fonctions de santé publique qui ont pris une très grande importance dans les années passées, mais il suffit de se référer au discours du père de la réforme hospitalo-universitaire, M. Debré. Il avait parfaitement individualisé le sujet, et la question est de donner des fonctions de recherche et de soins en dehors de l'hôpital aux gens qui sont intéressés à la santé publique. En dehors de l'hôpital, ça veut dire au niveau des directions régionales des affaires sanitaires et sociales, ça veut dire au niveau du ministère de la Santé, ça veut dire que la véritable santé publique se fait en dehors de l'hôpital. Alors il faut bien distinguer ce qui est la gestion de l'hôpital et la santé publique à l'intérieur de l'hôpital qui est nécessaire, mais il y a un énorme besoin de santé publique à l'échelon de la population, et quand on reprend les discours du professeur Debré, il l'avait parfaitement individualisé, en pensant bien que l'exercice de la médecine n'était pas lié nécessairement en toutes circonstances à des murs. Donc voilà une première approche à modifier, je crois, rapidement, et c'est tout à fait faisable. La deuxième chose qui a été très difficile et qui n'était peut-être pas prévue par les gens, ça a été la création d'une sorte de coupure entre l'hôpital et la ville. Qui va dans le même sens. Qui était la conséquence de la réforme, puisque les gens étant complètement centrés sur leurs malades hospitalisés, leurs recherches et leurs étudiants, avaient une certaine tendance à ne plus perdre le contact avec les médecins installés en ville, d'autant plus que ceux-ci reprochaient, comme ils le reprochent probablement toujours, aux professeurs d'avoir une vision très sûre d'eux-mêmes et éventuellement de soigner des patients qui n'étaient pas les mêmes patients. Donc ce problème-là du lien entre la médecine de ville et la médecine hospitalière était probablement mieux résolu à l'époque où les gens travaillaient le matin en ville et l'après-midi à leur cabinet de consultation. Les malades difficiles, ils les faisaient hospitaliser dans leur service. Le va-et-vient, ils étaient consultants en ville, donc ils redonnaient des avis aux autres médecins. Et le lien hôpital-ville me semble avoir été meilleur à cette époque-là, mais comme je ne l'ai pas vécu, il faut se méfier de l'idéalisation de quelque chose. Nous allions, dans ma génération, nous former dans d'autres pays, donc moi j'ai travaillé toute ma vie avec Pierre Corvol, on s'était formé au NIH, il y a des hommes comme Grisselli qui ont été formés par des immunologistes comme Baltimore, il y a M. Bayard à Toulouse qui avait été au Johns Hopkins, moi j'ai travaillé également à l'Institut de Montréal avec le docteur Genet, donc toutes les gens de ma génération ont été se former à l'extérieur. Mais ce qui s'est passé après, c'est que dans nos laboratoires et dans nos services, nous avons eu des Américains, des Australiens, des Japonais, etc. etc. Donc le mouvement n'est pas unidirectionnel, et comme vous le dites très bien, la prédominance américaine était normale, puisqu'il faut se replacer dans une sorte de plan Marshall, où le pays qui n'a pas été détruit par la guerre a eu la générosité d'offrir aux gens beaucoup de choses, dont la connaissance. C'est pour ça que de temps en temps, je ne fais pas d'anti-américanisme primaire, même si de temps en temps, la puissance américaine est quand même très difficile à supporter, puisque on tient la presse, on tient les banques de données, donc c'est de temps en temps assez difficile. Mais sur le plan de la générosité, de l'ouverture vers les autres, on peut dire qu'on a eu cet exemple-là. Mais je crois vraiment qu'aujourd'hui, les pays européens le font. Moi, j'ai travaillé récemment, en 1995, 3 mois en Allemagne. J'étais très heureux. Je retournais en Allemagne travailler après avoir accueilli moi-même un médecin allemand qui avait travaillé 3 ans avec moi, 1 an en clinique, 2 ans au laboratoire. On a des échanges avec les Anglais, avec les Hollandais, avec les Suisses. Michel Aziz qui travaille avec moi actuellement, des échanges absolument permanents avec la ville de Lausanne. Donc ce mouvement-là est absolument fantastique. Les gens qui font de la recherche ne la font que grâce à ceux qui n'en font pas. C'est-à-dire que très souvent, le chercheur s'imagine supérieur aux autres, privilégié et produisant plus, mais disons, on n'a pas apporté de jugement sur sa propre action, et chacun d'entre nous finalement a une action de production. Le chercheur produit des faits nouveaux, mais le médecin qui fait que du soin produit du soin, et l'enseignant produit de l'étudiant. Et à la fin, chacun produit. Et ce que je veux simplement dire, c'est qu'on ne peut plus produire les trois à la fois, ça c'est sûr, mais je ne fais pas de distinction entre une production de soins de haute qualité, une production de recherche reconnue et une production d'enseignement acceptée par les étudiants.
le point qui est très important pour moi, c'est que moi, à titre personnel, j'ai jamais été capable de faire les trois à la fois. Dans ma génération, je le connais bien évidemment, tous mes copains disons sur 20 ans ou 30 ans, je ne peux pas trouver le nom de la personne qui l'aurait fait. Et il faut donc avoir le courage de le dire et d'organiser le système en acceptant qu'éventuellement, l'échec de notre génération a été de s'imaginer qu'elle pouvait faire les trois, alors qu'elle ne pouvait pas le faire. Je pense qu'en étant honnête, on a à tour de rôle essayé de faire tout ce qu'on pouvait, mais c'était jamais très satisfaisant.